retenir dans l'actualité de ce mercredi, la visite d'amitié et de travail du chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe à Abuja, au Nigeria. À Abuja, la capitale fédérale, le chef de l'État, président en exercice de la CEDEAO, a échangé avec son homologue Muhammadu Buhari sur des sujets d'intérêt commun à quelques semaines du prochain sommet de la CEDEAO. Les pays du Conseil de l'entente vont en guerre contre la cybercriminalité dans la sous-région. Depuis ce matin, des experts tablent sur les stratégies les meilleures pour venir à bout de ces fléaux qui font perdre des milliers de dollars aux victimes sur le continent. Et puis Robert Mugabe n'est plus président du Zimbabwe depuis hier et ce mercredi, le nouvel homme fort du pays, l'ex-vice-président, est de retour de son exil pour prendre les rênes du pays. Robert Mugabe, c'est 37 ans à la tête d'un pays qu'il a libéré du joug colonial. Son portrait dans cette édition. Voilà pour les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'agenda du chef de l'État, le président de la République, Faure Sozimna Gnazingbe, président en exercice de la CEDEAO, a effectué une visite d'amitié et de travail auprès de son homologue nigérien, Muhammadu Buhari. D'abord, je vous propose les images de l'arrivée du chef de l'État à Abuja. Après donc les honneurs et le cérémonial d'accueil, les deux dirigeants ont abordé les questions liées notamment aux stratégies de renforcement de la coopération bilatérale et la redynamisation de l'institution sous-régionale. Les réformes institutionnelles de la commission de la CEDEAO étaient également à l'ordre du jour des discussions entre les deux chefs d'État à quelques semaines du sommet de la CEDEAO. Nadège Nyanya. Cette visite de travail et d'amitié effectuée à Abuja au Nigeria par le chef de l'État Faure Sozimna Gnazingbe, président en exercice de la CEDEAO, auprès du président nigérien Muhammadu Buhari, s'inscrit dans la dynamique des échanges entre le chef de l'État togolais et ses pairs de la sous-région. Les deux hauts dirigeants ont abordé des questions liées notamment à la stratégie de renforcement de la coopération bilatérale et de la redynamisation de l'institution sous-régionale. Je voudrais d'abord remercier mon frère et ami, le président Buhari, pour son hospitalité et les biens qu'il m'a accordé à Abuja. Je suis d'abord venu lui renouveler notre amitié et notre soutien et me réjouir, comme beaucoup de chefs d'État, de le voir en bonne santé et disponible pour nous écouter. J'ai abordé des sujets concernant la CEDEAO et aussi des sujets bilatéraux. Concernant la CEDEAO, nous allons passer à revue la situation sécuritaire dans la sous-région, que ce soit en Guinée-Bissau,
préparation du prochain sommet qui aura lieu le 16 décembre. Ensuite, sur le plan bilatéral, nous avons parlé d'un sujet concernant l'énergie et la coopération commerciale pour renforcer les relations qui sont déjà très diverses et excellentes. Et puis nous avons parlé de la réforme institutionnelle de notre organisation, puisque dans le processus de rationalisation des coûts et des recherches d'efficacité, nous avons décidé de ramener le nombre de commissaires de 15 à 9 avec le renouvellement de ces commissaires. Donc je voulais avoir les conseils avisés du président Ouari et il a été très attentif et ces conseils me seront très utiles pour la préparation du prochain sommet. Les deux hauts dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération économique entre le Togo et le Nigeria au bénéfice des deux peuples. La reconnaissance mutuelle des qualifications de l'enseignement supérieur est une préoccupation de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation. Tenant compte de cette nécessité, les États africains ont procédé le 12 décembre 2014 à Addis Abeba en Éthiopie à la révision de la Convention sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur. Au cours de la 6e séance plénière de la 2e session ordinaire ce mercredi, les députés togolais ont dit oui à cette loi. Pourquoi? Les réponses avec Augustin Kossi. Vers une certification mutuelle des qualifications de l'enseignement supérieur en Afrique. À cette séance plénière, les députés togolais apportent leur contribution en votant la loi portant ratification de la Convention révisée sur la reconnaissance des études, des certificats, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les États d'Afrique. Vote au cours duquel l'opposition parlementaire a opté pour l'abstention. Cette convention révisée adoptée va faciliter l'échange et une plus grande mobilité des étudiants, enseignants et chercheurs du continent ainsi que de la diaspora. Pour le ministre Nico Broom, elle va contribuer à l'amélioration de l'enseignement supérieur public et privé et promouvoir la mobilité académique. En ratifiant cette convention révisée, honorables députés, vous ne faites pas que renforcer l'ordonnancement juridique national en ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche. Vous permettez au Togo de prendre toute sa place dans la promotion et la construction d'un espace africain de l'enseignement supérieur et de la recherche, espace où un travail de qualité structuré va pouvoir se faire. Vous assurez également ainsi davantage l'intégration continentale en la matière. En votant cette loi, les élus du peuple donnent au Togo l'opportunité de bénéficier pleinement des mécanismes d'assistance technique de l'UNESCO en matière d'harmonisation du système d'enseignement supérieur en Afrique. Une démarche appréciée à sa juste valeur par la 3e vice-présidente de l'Assemblée nationale. La convention révisée sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les États d'Afrique, dont nous venons d'autoriser la ratification par le gouvernement, va, entre autres avantages, permettre de sauvegarder
la richesse qu'est la grande diversité des systèmes d'enseignement supérieur et d'intensifier la mobilité internationale des personnes ainsi que les échanges d'expériences scientifiques et technologiques. C'est donc une réponse aux exigences de la mondialisation. Elle intègre les outils numériques et les formations à distance et prend en compte l'évolution de l'enseignement supérieur, de l'assurance qualité au caractère universel du système LMD, en passant par le caractère marchand de l'enseignement supérieur, autant de jalons qui sont posés pour l'intégration continentale à travers la coopération entre les établissements de l'enseignement supérieur en Afrique. Je vous le disais en titre, des centaines de millions de dollars sont détournés par des cybercriminels chaque année en Afrique. Et c'est fort de ce constat que le Conseil de l'Entente s'attaque au fléau de la cybercriminalité. Les experts des pays membres de l'organisation sont réunis ce mercredi à Lomé pour en discuter. Les autres pays s'inspireront de l'expérience de la Côte d'Ivoire en la matière. Les précisions avec Serge Tastom et Arnaud Kelio. La cybercriminalité au cœur des préoccupations des pays du Conseil de l'Entente. Les experts des ministères en charge de la sécurité et des frontières échangent à Lomé pour développer des stratégies pour faire face à toutes les formes de criminalité transnationale organisée en lien avec la cybercriminalité. Les États ont pris les dispositions pour lutter contre ce nouveau phénomène-là. Et depuis que les pays commencent à y travailler, et donc on apprend beaucoup de choses. Donc on a l'impression que c'est maintenant que le phénomène est en train de grandir. C'est juste que maintenant les gens en parlent et que des dispositions sont prises. À cette deuxième édition, l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a pu mettre une plateforme de lutte contre la cybercriminalité sera partagé entre les experts. Nous allons écouter, enfin suivre une communication de l'expérience ivoirienne de la lutte contre la cybercriminalité. C'est un phénomène qui a beaucoup de similarités, mais de ce qu'on a écouté l'année dernière, la Côte d'Ivoire est en avance sur les autres pays. Et donc ils ont une direction de l'informatique et des traces technologiques qui est très équipée, qui a des outils, qui a formé des gens. On va partager ça. Et suite à ça, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente va monter un projet de duplication de cette expérience dans tous les autres États membres. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a remercié les plus hautes autorités togolaises pour l'attention qu'ils portent sur les questions sécuritaires dans la sous-région. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les délégations et en leur nom, exprimer notre profonde gratitude à son Excellence M. Faure Essozimba Yassingbe, président de la République togolaise, président d'exercice du Conseil de l'Entente, au gouvernement et au peuple togolais pour l'accueil chaleureux ainsi que pour les dispositions prises pour faciliter notre séjour au Togo. La première édition 2016 de cette réunion instituée par la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente avait tenu toutes ses promesses avec d'importantes propositions exploitées par le secrétariat exécutif. Pour cette deuxième édition, un thème central a été choisi pour susciter débat, partage et duplication de bonnes pratiques. Ce phénomène est sans cesse grandissant dans l'espace entente. Il est favorisé par les techniques de l'information et de la communication et la promotion de l'économie numérique. Face à la montée du terrorisme et de toutes
les formes de criminalité transnationale organisée, dont le lien avec la cybercriminalité n'est plus à démontrer, le défi auquel nous faisons face est plus que jamais de taille. Le visage de la cybercriminalité au Togo est dominé par des arnaques, dont les victimes sont soigneusement sélectionnées par les auteurs ou pris par un malheureux concours de circonstances. Arnaques au love chat, aux œufs de perroquet, aux noix d'argan, aux aloès vera ou sève de moringa, arnaques aux envois de conteneurs, à l'héritage ou au maraboutage, ou encore chantage à la vidéo, telles sont les formes les plus courantes, mais surtout les plus ravageuses qu'emploient les cyberdélinquants pour atteindre leurs victimes. Le passé commun de nos pays respectifs, symbolisé par le partage de la même langue, de cultures très voisines et des mêmes réalités socio-économiques d'une part, et l'importance des flux migratoires d'autre part, m'amène à ne pas douter, comme c'est le cas pour les autres formes de criminalité, de la similarité du phénomène de la cybercriminalité dans tous les pays du Conseil de l'Entente. Les pays du Conseil de l'Entente s'engagent ainsi pour sécuriser leur espace et garantir la stabilité et la paix pour attirer davantage les investisseurs. Et parlons de la cybercriminalité, toujours, je vous donne lecture de ce communiqué du ministre en charge de la communication. Un appel à recrutement attribué à l'entreprise chinoise chargée des travaux de rénovation du stade de Kégué circule depuis hier sur les réseaux sociaux, invitant des ouvriers qualifiés ou non à venir se faire inscrire sur la liste des membres du personnel contre de fortes rémunérations. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, maître d'œuvre du chantier, informe le public qu'il s'agit d'un canular créé sur les réseaux sociaux aux fins d'escroquerie. Il précise que toute annonce de recrutement dans le cadre de ce projet, quelle qu'elle soit, se fera par les canaux officiels et met en garde les auteurs de tels agissements qu'ils répondront devant la loi en cas de dommages créés aux citoyens. Je vous annonçais en début d'édition l'approbation des députés togolais à la loi sur la convention de reconnaissance des diplômes et grades. Eh bien, le Togo vient de franchir une autre étape importante dans l'enseignement supérieur. Il bénéficie désormais du projet UNESCO G5. Ce projet vise donc la promotion de la qualité du système éducatif dans l'enseignement supérieur, un projet qui couvre la période de 2017 à 2019. Et le lancement officiel des activités du dit projet sur le plan national, c'était hier du côté de l'université de Lomé. Le compte rendu avec Serge Tastom et Carmen Maggi à Capo. Les universités du Togo peuvent désormais mieux développer leurs mécanismes d'assurance qualité afin de faciliter la reconnaissance de leurs programmes d'études à l'échelle internationale. Ceci est possible grâce au projet UNESCO Shenzhen de renforcement de l'assurance qualité en Afrique. Ce projet s'étend sur la période 2017-2019. Il concerne 10 pays d'Afrique,
dans le Togo. Le projet va comporter 3 activités. La première activité va consister à faire connaître, à sensibiliser à l'assurance qualité et à renforcer au besoin les capacités. La deuxième activité, c'est faire une large campagne médiatique autour de l'assurance qualité. Et vers la fin, on ira vers des tâches plus techniques qui vont consister à mettre en place l'opérateur national d'assurance qualité et les cellules internes d'assurance qualité dans chacun des établissements d'enseignement supérieur du Togo, aussi bien les établissements d'enseignement supérieur privé que les établissements d'enseignement supérieur public. Ça correspond en même temps aux objectifs de l'éducation 2030 qui envisage l'inclusion, l'équité, l'accès et la qualité de l'enseignement, y compris l'enseignement supérieur dans le monde entier. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre l'UNESCO et le gouvernement municipal de Shenzhen en Chine. L'ambassadeur de Chine au Togo a réitéré la volonté du gouvernement chinois à soutenir les pays africains dans le développement des mécanismes d'assurance qualité. Nous souhaitons que ce partenariat fournisse au Togo un appui essentiel aux mécanismes d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et que ce projet tripartite soit un bon départ sur le long chemin que le Togo emprunte vers une éducation de qualité pour son développement durable. Pour le gouvernement, la promotion d'un enseignement supérieur de qualité et la montée en puissance d'un capital humain de haut niveau sont une priorité nationale. C'est pourquoi il ne cesse d'initier et d'accompagner toutes les stratégies visant à harmoniser les pratiques et actualiser les protocoles sur l'éducation. Ce projet est un vaste projet en effet parce qu'il va permettre de faire un autre saut qualitatif à notre système d'enseignement supérieur au Togo. Les outils concrets seront mis en place, des mécanismes précis pour évaluer les institutions, les filières et les offres de formation. Donc ça prend en compte globalement tout cela. Et déjà nous avons un système, ou si vous voulez, un ensemble de règles, notamment un décret, qui fixe les orientations qui sont obligatoires au Togo. Le projet UNESCO Shenzhen de renforcement de l'assurance qualité en Afrique va toucher 70 établissements d'enseignement supérieur public et privé à Lomé et 15 à l'intérieur du pays. Santé à présent avec un bilan adressé, celui de l'approche contractuelle. Le nouveau concept est mis en œuvre par le gouvernement il y a maintenant 5 mois. Quelles sont alors les appréciations dans les centres de santé pilotes? Voyons cela avec Nadège Nyanya. L'approche contractuelle adoptée par le gouvernement dans les formations sanitaires publiques du Togo est un engagement qui appelle à réduire considérablement le fossé qui sépare les ressources injectées dans le secteur d'une part et les performances des structures sanitaires publiques d'autre part. Mise en œuvre depuis juin 2017 au CHR d'Atapamé et au CHP de Blita, cette réforme du mode de gestion fait l'objet d'évaluation 5 mois après la phase d'expérimentation dans les centres de santé pilotes. L'évaluation de la contractualisation repose sur 5 indicateurs, à savoir l'augmentation du taux de fréquentation, la réduction du taux d'évasion fiscale,
l'augmentation des recettes propres, l'amélioration de la disponibilité des médicaments et du recouvrement des coûts. Au bout de 5 mois, on a assisté à une augmentation du taux de fréquentation, du taux de consultation, du taux d'hospitalisation dans les grands services. Et ceci s'est accompagné également d'une importante augmentation des recettes de plus de 35%. Nous avons établi initialement une liste de 52 médicaments qui sont des médicaments fondamentaux couramment utilisés dans cette formation sanitaire. Et aujourd'hui, la disponibilité de ces médicaments est dans quelques soucis techniques. Nous reviendrons donc dans nos prochaines éditions sur le bilan après 5 mois de mise en œuvre de l'approche contractuelle. Les questions de développement local restent une priorité du gouvernement togolais et de ses partenaires. Et c'est dans cette dynamique que Plan International Togo s'est engagé cet après-midi aux côtés du gouvernement pour ensemble mener la lutte contre l'émigration à haut risque et valoriser le potentiel de la diaspora togolaise dans le développement national. Et c'était à travers un protocole d'accord signé entre l'ONG et le ministère des Affaires étrangères. Le compte rendu avec Ekwe Salah. C'est une convention à travers laquelle le Plan International Togo s'engage à œuvrer davantage de concert avec le gouvernement dans les domaines de la mobilité, de l'immigration et du développement. Le partenariat entend essentiellement valoriser le potentiel de la diaspora togolaise et lutter contre l'immigration à haut risque. C'est une coopération pour identifier les organisations de la diaspora qui peuvent de leur côté travailler ensemble avec nous de ce côté pour sensibiliser les gens, leur donner les bonnes informations pour prendre des bonnes décisions, informer avant de s'hasarder dans l'immigration. Donc c'est une opportunité pour nous d'aider à organiser ces personnes de la diaspora pour que eux aussi ils puissent contribuer au développement du pays en général. Pour le compte de cette année, Plan International Togo a investi plus de 6 milliards de francs CFA dans les projets de développement au Togo. Le ministre des Affaires étrangères a d'abord salué ses acquis avant de rappeler à l'institution la responsabilité qui lui incombe dans le contexte de cette coopération. Je voudrais de prime abord vous féliciter pour ce travail que vous faites, vous dire combien le président de la République, le président Fabrice Zinania Singbe et son gouvernement se réjouissent pour le travail que vous faites auprès de la population parce qu'elles sont les premières bénéficiaires de toutes vos œuvres. Nous sommes conscients que votre tâche ne sera pas facile, mais heureusement que le plan international qui est dans plus de 70 pays dans le monde entier, vous aviez vos représentations partout et par vos représentations dans les pays où il y a une forte présence togolaise, la diaspora togolaise, vous saurez nous aider et conduire la diaspora togolaise, conduire les Togolaises et les Togolais qui sont à l'étranger à s'intéresser à leur pays, mais pas sur un plan politique, beaucoup plus sur un plan de développement, et sur un plan de développement communautaire pour être beaucoup plus précis. En parlant des questions de migration, quand on sait qu'encore aujourd'hui, malheureusement, les Africains sont encore, je crois qu'ils sont vendus comme des esclaves, ils sont des esclaves. Nous espérons qu'avec votre soutien, avec tout ce que vous faites, nous allons sortir de cette drame que vivent encore nos frères et nos sœurs au dehors de nos frontières nationales. Le Plan International est implanté au Togo il y a 29 ans.
Dans les jours à venir, les deux parties vont mettre en place un cadre de concertation permanente et de suivi et évaluation des actions qui s'inscrivent dans la mise en œuvre de cette coopération. Et l'actualité sur le continent, c'est la démission surprise hier de Robert Mugabe, une décision qui a permis le retour ce mercredi au Zimbabwe de l'ancien vice-président et nouvel homme fort du pays. Emerson Mnangagwa est rentré discrètement à Harare, la capitale, et dans un discours appelle tous les Zimbabwéens au rassemblement. Il prendra officiellement les rênes du pays vendredi prochain. Les Zimbabwéens ne s'attendaient donc pas hier alors que le Parlement préparait la destitution de Robert Mugabe. La nouvelle de sa démission a été accueillie par des scènes de liesse populaires dans les rues de la capitale Harare. Retour sur les dernières heures avant l'annonce de la démission de Robert Mugabe avec Ekwi Sala. Quelques années, en 1980, le drapeau du tout nouveau Zimbabwe indépendant prend la place de celui de la Rhodésie du Sud. Robert Mugabe devient à 56 ans Premier ministre plus prometteur. Service public performant, construction d'écoles, d'universités. Une véritable lune de miel. Comme Premier ministre du Zimbabwe, il bénéficie de son aura de héros de la libération. Un statut qu'il conservera des années durant, lui apportant le soutien de nombreux dirigeants africains. Année 1990, économiquement, c'est la dégringolade. Robert Mugabe se soumet au Fonds monétaire international et à ses plans d'ajustement structurel. En 2000, Mugabe met fin à cet état de fait. 3 années plus tard, 90% des fermes sont saisies et redistribuées aux élites, aux anciens combattants. Une série de sanctions internationales drastiques achève de mettre le Zimbabwe à genoux et de réduire encore plus Mugabe dans sa rhétorique anti-Occident. En 1987, Robert Mugabe récolte les fruits de sa politique et devient président du Zimbabwe. Après un accord de paix mettant fin à la guerre civile dans son pays, il a reconduit Robert Mugabe, le père de la nation zimbabwéenne, le héros de l'indépendance, et ce, dès les années 1960. La Rhodésie du Sud est alors une colonie britannique. Il a derrière lui des années de lutte anticoloniale contre le gouvernement de Rhodésie du Sud et son premier ministre Ian Smith. Robert Mugabe, marxiste convaincu, crée son parti indépendantiste, la ZANU-PF, en 1963. Un an plus tard, il est jeté en prison où il a eu à faire 10 ans. À sa sortie, ce n'est plus le même homme, mais il a gardé les mêmes revendications. Il a condamné la situation en ces termes. Le système d'antan, les terres sont divisées en fonction de la race, l'économie fonctionne par rapport à la race, toute la société est établie en fonction de l'appartenance raciale. Robert Mugabe voulait corriger ces pratiques, mais il faudra attendre encore quelques années. En 1980, le drapeau du tout nouveau Zimbabwe indépendant prend la place de celui de la Rhodésie du Sud. Robert Mugabe devient à 56 ans Premier ministre plus prometteur. Service public performant, construction d'écoles, d'universités. Une véritable lune de miel. Comme Premier ministre du Zimbabwe, il bénéficie de son aura de héros de la libération. Un statut qu'il conservera des années durant, lui apportant le soutien de nombreux dirigeants africains. Année 1990, économiquement, c'est la dégringolade. Robert Mugabe se soumet au Fonds monétaire international et à ses plans d'ajustement structurel. En 2000, Mugabe met fin à cet état de fait. 3 années plus tard, 90% des fermes sont saisies et redistribuées aux élites, aux anciens combattants. Une série de sanctions internationales drastiques achève de mettre le Zimbabwe à genoux et de réduire encore plus Mugabe dans sa rhétorique anti-Occident.
En 1987, Robert Mugabe récolte les fruits de sa politique et devient président du Zimbabwe. Après un accord de paix mettant fin à la guerre civile dans son pays, il est reconduit dans ses fonctions en 1996, en 2000, en 2008 et en 2013. Dans un contexte économique et social désastreux, l'élection de 2008 est le premier signal politique pour Robert Mugabe, qui est battu au premier tour par le leader du mouvement pour le changement démocratique. Mais 5 jours avant le second tour, Morgan Tsvangirai se retire de l'élection. Un retrait qui permet à Robert Mugabe de remporter aisément le second tour sans adversaire. Le 6 novembre dernier, le limogeage de son vice-président Emmerson Mnangagwa a déclenché le coup de force de l'armée. Estimant que la situation pourrait devenir compliquée, Robert Mugabe a annoncé sa démission mardi et espère que le Zimbabwe pourrait désormais passer une transition en douceur avec l'expérience de son ancien vice-président qui devra assurer l'intérim durant 90 jours. Vous venez plutôt donc de suivre le portrait du vieux, comme on le surnommait, Robert Mugabe, qui était un héros de l'indépendance zimbabwéenne. Et je vous le disais donc que les Zimbabwéens et le reste du monde a été surpris de l'annonce de la démission de Robert Mugabe hier. Et cette annonce a été accueillie par des scènes de liesse dans la capitale Harare. Retour maintenant sur les dernières heures avant l'annonce de la démission de Robert Mugabe avec Ekwesala. À 93 ans, Robert Mugabe reste le plus vieux dirigeant au monde. Après 37 ans de pouvoir, le président a pris le Parlement de court lors d'une session extraordinaire ce mardi. Dans une lettre, il annonce sa démission pour une transition pacifique au Zimbabwe. J'ai reçu, conformément à la Constitution, une lettre du président Robert Mugabe datée du 21 novembre 2017. Il s'agit d'une lettre de démission. La nouvelle est aussitôt accueillie par des cris de joie dans les rues d'Harare, la capitale. Je suis très content de ce qui vient de se passer. Plus tôt dans la journée, l'opposition a appelé à l'unité de tous bords politiques. J'appelle la ZANU-PF et tout le monde à se rassembler pour bâtir un Zimbabwe dont nous serons fiers et qui suscitera l'admiration. En rappel, tout avait commencé quand, sous la pression de sa femme Grace, qui souhaiterait succéder à son mari au sommet de l'État, Robert Mugabe avait limogé son vice-président Emmerson Mnangagwa. Les membres de son propre parti et l'armée ont aussitôt pris le contrôle du pays la semaine dernière. Dimanche, la ZANU-PF avait démis Robert Mugabe de son poste à la tête du parti, lui laissant jusqu'à lundi midi pour démissionner de la présidence, faute de quoi la procédure de destitution sera enclenchée. Selon la ZANU-PF, Emmerson Mnangagwa. Voilà donc une procédure qui n'aura donc pas abouti puisque Robert Mugabe a démissionné hier. Retour en page nationale où le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 7e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi demain 23
3 novembre 2017 à 9h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Des tables, bancs et du matériel scolaire pour le lycée de Guérin-Kouka 1 dans la préfecture de Dampène. Et ce matériel est pour les élèves de cet établissement, un don qui a été remis aux bénéficiaires par la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale au nom du président du parti Unir Union pour la République, le chef de l'État. Le compte rendu avec Nestor Monzo. Le lycée de Guérin-Kouka 1 a cette année un effectif de 1900 élèves. Cet effectif constitue un casse-tête pour les directeurs de l'établissement, car dans les classes, les élèves se retrouvent à 3 voire 4 dans les bancs. Pour résoudre ce problème, 200 tables bancs viennent d'être offertes à l'établissement par le président du parti UNIR. En dehors des tables bancs, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale a remis des boîtes de craie à l'établissement et des cahiers à distribuer aux élèves les plus nécessiteux. Nous sommes venus remettre un don de la part du président de notre parti et une façon pour nous d'appuyer la politique du gouvernement. Et nous savons que ce lycée n'a pas cessé de connaître une évolution en termes du nombre d'élèves et que les besoins se sont également accrus. Et la raison pour laquelle nous avons sollicité du président du parti des 200 tables bancs plus des paquets de craie et des cartons de cahiers et la prise en charge d'un certain nombre d'enseignants volontaires locaux. Et nous avons saisi l'occasion pour apporter le message de paix du président du parti aux élèves, aux parents d'élèves et aux enseignants en attirant leur attention sur la responsabilité qu'elle a leur d'apporter la paix partout où elle est menacée. Sincèrement, c'est une immense joie pour nous de recevoir cette banque pour réduire un tant soit peu les difficultés que nous avons dans les classes. C'est une solution et nous saluons très sincèrement Madame la ministre et à travers elle le président de la République. Le foyer des filles de Guérin-Kouka a reçu aussi la visite de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ici, Madame Memunatu Ibrahima a offert des vivres et non-vivres aux pensionnaires du centre. Elle a saisi l'opportunité pour exhorter ces pensionnaires à privilégier l'école pour devenir demain des femmes de haut niveau d'études. Des élèves qui bénéficieront à coup sûr peut-être des bourses d'études pour la Suisse, parce que la nouvelle vague de boursiers de la Suisse a pris son départ cette semaine. Ils sont plusieurs donc à bénéficier de ces bourses de l'Organisation africaine pour l'éducation et la culture. Et Yves Agbevivi était présent à leur départ. Suivez. Ils sont 5 étudiants togolais, 3 garçons et 2 filles, à prendre le vol en direction de Genève où ils se feront former à l'université de Oxford. Après 2 ans, ces étudiants, les meilleurs des universités du Togo, seront nantis d'un master en finance grâce à la signature d'une convention de partenariat entre l'ONG OAPEC, entendez Organisation africaine pour l'éducation et la culture, et l'État togolais. Ça me fait beaucoup à cœur de pouvoir voyager et d'aller en prendre plus pour pouvoir développer mon pays. Un sincère remerciement pour l'ONG et le gouvernement, qui a surtout le gouvernement qui nous a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup assisté. Sans l'éducation, on ne peut pas former une communauté forte et solide. Donc, nous réussissons à pouvoir, dans le domaine de l'éducation, négocier des bourses
frères togolais dans l'idée d'aller revenir, contribuer toujours au développement du pays. Le projet doctorat de bourse initié par OAPEC a déjà, et avec le soutien du gouvernement togolais, envoyé une soixantaine de jeunes Togolais en formation approfondie dans les meilleures écoles africaines et européennes. Depuis 2013, au total, nous avons une soixantaine de boursiers qui sont revenus avec leur licence. Aujourd'hui, travaillent dans l'institution de la place. Les billets d'avion ont été payés par le gouvernement. Les gens ont reçu des primes de rentrée. Et pour les étudiants boursiers togolais en Europe, le gouvernement s'est engagé à leur apporter un soutien. L'ONG OAPEC a initié également d'autres projets en faveur des métiers de coiffure et de couture et également pour le relèvement du niveau d'expression française des élèves et étudiants. Et nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Et Dem Soussoupa vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.